Je me tenais devant la porte massive en chêne, derrière laquelle le cercueil était préparé pour la cérémonie d'adieu. Tout semblait suivre un scénario strictement répété. Des centaines de caméras, des règles strictes, des rangées interminables de visages tristes, inclinés en signe de révérence. Mais je savais que cette fois-ci, les événements sortaient de l'ordinaire. Il se passait quelque chose derrière des portes closes, que l'œil ordinaire ne pouvait pas voir. Moi, l'un des organisateurs du dernier adieu, j'ai ressenti un frisson dans l'estomac. J'avais l'impression d'avoir été entraîné dans le jeu macabre de quelqu'un qui révélait l'un des plus grands secrets de notre époque. Plus tôt dans la journée, j'avais été chargé de superviser la préparation de l'intérieur du cercueil. Il ne s'agissait pas de décorations vides, mais d'inserts de velours spéciaux, de doublures et de poches secrètes, qui étaient traditionnellement cousues dans tous les linceuls royaux. On m'a expliqué qu'il en était ainsi depuis des siècles et qu'il n'était pas nécessaire d'y attacher de l'importance. Mais un vague pressentiment me soufflait que cette fois-ci, je découvrirais quelque chose qui sortait de l'ordinaire. En entrant, la lumière éblouissante des lustres se reflétait sur les décorations dorées du cercueil. Plusieurs hommes en costume strict portant le sceau du service royal terminaient pendant leur inspection. Je m'approchais d'eux en essayant de ne pas attirer l'attention sur moi. Mon travail consistait à vérifier les petits détails, si les rubans étaient bien cousus, si le velours était bien tendu, si toutes les ferrures étaient en place. Personne ne s'attendait à ce que je fasse quelque chose toute seule, mais j'ai remarqué que quelque chose dépassait de la partie ouverte de la doublure. Un bruissement de papier à peine perceptible a rompu le silence solennel. Je me suis approché et j'ai tiré doucement sur le bord du tissu de velours. Une enveloppe scellée se trouvait là, dans l'étroitesse de la fente. Son sceau de cire rouge portait l'insigne royal. Je sus immédiatement que je tenais quelque chose de très secret. Je n'avais vu de tels sceaux que 2 fois auparavant, et chacun d'entre eux appartenait à un document de la plus haute sécurité. Mais ce qui était encore plus étrange, c'était la date inscrite au dos. Nous étions dans les années 60. Élisabeth II était au pouvoir depuis un certain temps, mais le monde se remettait à peine des horreurs de la Seconde Guerre mondiale. Que faisait cette enveloppe au cœur de la tombe royale? Mes paumes étaient assez moites. Je ressentais un mélange de curiosité et de peur qui me faisait froid dans le dos. Devais-je aller directement voir les supérieurs? Ou aurais-je dû essayer de jeter un coup d'œil à l'intérieur? Je me suis rapidement écarté, car les autres membres du personnel étaient occupés. J'ai glissé l'enveloppe dans ma poche intérieure en me disant que je m'en occuperais plus tard. Mon cœur battait la chamade, comme si j'avais commis un crime. Je sentais que j'avais dépassé les limites de l'acceptable, mais la curiosité était plus forte. Le soir, je suis retourné dans mes humbles quartiers au palais. Dehors, j'entendais les bruits étouffés des répétitions des gardes d'honneur et les silhouettes des gardes qui se déplaçaient dans la cour. Dès que j'ai fermé la porte derrière moi, j'ai examiné l'enveloppe. Le sceau était ancien et je pouvais facilement voir qu'il avait été personnellement apposé. Il portait la marque personnelle d'Élisabeth II. J'ai hésité, sachant que c'était un risque énorme d'ouvrir un tel document. Mais s'il se trouvait dans la doublure du cercueil, cela signifiait que quelqu'un avait voulu le cacher là, dans l'espoir qu'on le retrouve un jour. Ou alors, l'enveloppe n'avait jamais été destinée à être mise au jour. Je frémis à l'idée de cette vague conjecture, mais je me décidai. Après tout le monde n'avait pas la chance de connaître ce secret. Le sceau se fendit sous mes doigts avec un craquement sec, et je sortis de l'enveloppe une feuille de papier jauni avec des armoiries royales, soignées dans le coin supérieur. L'écriture était lisse et assurée, et à en juger par le style, il s'agissait bien de celle d'Élisabeth. J'ai retenu mon souffle. Les lignes, écrites en caractères nets, me frappèrent immédiatement par leur contenu. La lettre parlait d'un
complot politique visant à ébranler les fondements de la monarchie. La reine craignait que quelqu'un au palais ne veuille saper son règne en exploitant d'anciens secrets transmis au sein des familles royales. Mais ce qui est encore plus effrayant, c'est la mention d'une connexion avec un monde étranger et l'existence d'une ancienne race de reptiloïdes à laquelle les monarques sont censés appartenir. J'ai relu ces mots plusieurs fois, incapable de croire qu'ils avaient été écrits de la main même d'Élisabeth. Cela ressemblait à la plus folle des histoires de conspiration. Pourtant, la lettre ne semblait pas être un faux. Puis vinrent les détails effrayants. La reine décrivait qu'une partie de la haute noblesse et des politiciens influents avaient depuis longtemps conclu une alliance tacite avec certains invités venus d'au-delà de la terre, il y a de nombreux siècles. Ces êtres auraient bien pris l'apparence d'humains et se seraient installés dans des dynasties royales. Selon la lettre, la monarchie est en partie une façade pour des êtres qui remontent à une civilisation oubliée depuis longtemps et capable de prendre forme humaine. Élisabeth affirme être bien consciente des origines de la monarchie, mais veut s'assurer que l'influence des reptiloïdes ne devienne pas incontrôlable et ne consume pas l'humanité. Toutes ces phrases sont formulées sur un ton étrangement officiel, presque sans émotion, mais on pouvait sentir la peur qui brûlait à l'intérieur de ces lignes. La fin de la lettre, j'écris ceci comme un dernier avertissement. Si ces mots parviennent aux mauvaises personnes, les conséquences pourraient être désastreuses. Je vous prie de brûler cette lettre si vous ne pouvez pas garder le secret. Je me suis assise en serrant le papier, l'esprit en ébullition. J'avoue qu'une partie de moi voulait rejeter tout cela comme une fiction, un délire morbide. Mais je me souvenais de la sévérité et de la précision avec lesquelles Élisabeth avait géré les choses, sans jamais laisser échapper un mot. La date affichée m'indiquait que la lettre avait été écrite alors qu'elle avait une trentaine d'années. Nous étions dans les années 60 et le monde était en pleine effervescence. Le conseiller à qui elle avait apparemment adressé la lettre ne l'avait pas reçue ou l'avait cachée pour une raison quelconque. Il n'y a aucun moyen de savoir pourquoi. Une chose est sûre, si la vérité sur cette lettre était révélée, le scandale serait énorme. Il jetterait une ombre sur l'ensemble du règne d'Élisabeth, ou sur les descendants qui hériteraient de la couronne. Je n'arrivais pas à me mettre dans la tête que la famille régnante n'était pas pleinement humaine. Le lendemain matin, le cœur brisé, je me suis levé, déterminé à discuter de la situation avec un homme de confiance, l'un des principaux organisateurs de funérailles, avec qui j'entretenais depuis longtemps des relations amicales. Je savais qu'il était discret et qu'il savait garder les secrets. Rencontré dans un coin isolé de la chapelle royale, j'ai brièvement raconté ce que j'avais découvert dans le cercueil et les lignes que j'avais lues dans la lettre. Il pâlit en écoutant, puis me fait taire avec colère. « Vous êtes fou ? C'est un secret très bien gardé, si tant est qu'il y ait une once de vérité. » J'ai sorti l'enveloppe pour la lui montrer. Mais nous avons été immédiatement interrompus. 2 gardes sont sortis de derrière une colonne, le claquement de leurs talons résonnant sous les voûtes de la chapelle. Nous nous sommes tus instantanément, craignant même de respirer bruyamment. Après cela, j'ai compris qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible. Soit je me rendais au bureau de la sécurité et remettais la lettre, au risque de me ruiner. Soit j'essayais de découvrir par moi-même à quel point cette théorie folle était réelle. Nous nous sommes retrouvés le soir, moi et mon ami. Il a dit qu'il se souvenait de vieilles légendes de palais, comme si les ancêtres d'Élisabeth avaient en effet longtemps gardé un terrible pouvoir, qui n'était pas de ce monde. Il avait pensé qu'il s'agissait de bavardage ou d'exagérations imaginatives. Mais à présent, il n'en était plus si sûr. Nous avons pris une décision. Nous devions découvrir qui, au palais, pouvait être au courant de la menace écrite dans les années 60. Pendant que nous réfléchissions à ce qu'il fallait faire, les événements se sont précipités.
Soudain, des personnes en uniforme officiel sont entrées et ont annoncé une fouille supplémentaire. Ils ont pris tous nos effets personnels, vérifié nos notes et nos téléphones. J'ai failli me trahir, mais j'ai réussi à cacher la lettre dans le camion, au fond d'une boîte de fleurs pour la cérémonie. Je me suis senti morne. Leur apparition n'était pas une coïncidence. J'ai senti l'ombre d'un œil invisible et omniscient descendre sur nous. Peut-être y avait-il un ordre venu d'en haut. Trouver le document secret, le cacher complètement. Mais pourquoi se méfier? Apparemment, le palais royal avait son propre réseau d'informateurs et quelqu'un s'était déjà rendu compte de la disparition de la lettre. Dans la nuit, j'ai traversé les couloirs sombres du palais pour retourner à la voiture avec les fleurs. Du coin de l'œil, j'ai remarqué des ombres qui se déplaçaient au loin. Plusieurs fois, j'ai vu les silhouettes élancées de gardes marcher sur le fond des lampes, mais il m'a semblé qu'ils ne se déplaçaient pas tout à fait humainement, en pliant le cou ou en se balançant. Mon cœur battait la chamade. Commençais-je à prendre d'au sérieux le délire de la lettre? Peut-être n'était-ce que mon imagination, mais je ne pouvais me défaire du sentiment que j'étais observé par des êtres qui ne connaissaient donc pas l'épuisement humain ordinaire ou le besoin de sommeil. J'ai accéléré le pas, craignant de regarder de trop près dans l'obscurité. J'ai pris la lettre et j'ai couru jusqu'à un petit bureau près du palais où j'ai pu essayer de faire des photocopies. Je voulais conserver au moins une partie des informations sous une forme différente, au cas où je serais démasqué. Je me suis enfermé dans ma chambre et j'ai allumé la lampe de bureau. Chaque bruit à l'extérieur de la porte me serrait le cœur. J'ai posé la lettre sur la photocopieuse et j'ai appuyé sur le bouton. La machine s'est mise à vrombir, mais à ma grande horreur, la copie est sortie complètement vierge. La feuille est restée blanche, comme si le texte sur le papier n'était pas perçu par l'appareil. J'ai testé l'appareil. En mode normal, il fonctionnait. Mais lorsque j'ai essayé de copier la lettre royale, toutes les lettres ont disparu, comme si le papier lui-même était protégé contre la copie. Je me suis souvenu des vieilles histoires sur l'encre spéciale qui ne pouvait pas être reproduite mécaniquement. Quelqu'un avait donc bien veillé à ce que ces mots ne puissent pas être reproduits. Les mains tremblantes, j'ai pris des photos avec mon téléphone. La qualité était médiocre, mais au moins, c'était quelque chose. Cependant, lorsque j'ai vérifié les photos sur mon téléphone, j'ai constaté que les images n'étaient tant nettes que sur le contour du papier, et que le texte ressemblait à des taches floues. C'était comme si une force empêchait les mots d'être photographiés ou copiés. Je ne savais pas comment cela était possible. L'idée de la technologie et des défenses m'a traversé l'esprit. Mais qu'est-ce que la magie ou les effets extraterrestres avaient à voir là-dedans? Une peur vive me brûla la gorge. Il semblait que le secret de la lettre était gardé par quelqu'un dont les connaissances et les moyens dépassaient de loin ceux de la science humaine ordinaire. Je fixais le papier avec des yeux affamés, réalisant que seul un témoin vivant pourrait confirmer le véritable contenu de ces lignes. Les photographies n'ont rien donné, et l'autographe d'Élisabeth n'est manifestement pas un faux. J'étudie les documents royaux depuis de nombreuses années. La seule solution était de lire la lettre à haute voix à quelqu'un, afin que le plus grand nombre possible de personnes connaissent les détails avant que je ne sois réduite au silence. Mais à qui faire confiance quand le palais est rempli d'yeux et d'oreilles, et que l'on ne sait pas qui est déjà au service de cette ancienne tribu? Un jour plus tard, j'ai appris que le cercueil avait déjà été scellé et transporté à l'abbaye de Westminster en vue de la cérémonie. Tous les contrôles externes sont terminés. L'enveloppe avait donc manifestement été recherchée, mais n'avait pas été trouvée. Je commençais à penser que, pour une raison ou une autre, les services de sécurité ne savaient pas encore avec certitude qui avait pris la lettre. Peut-être en soupçonnaient-ils plusieurs. J'avais l'impression d'être sur le point d'être démasqué. La panique me gagnait,
mais je devais continuer à avancer. Quelques heures avant la tombée de la nuit, j'ai donné rendez-vous à un ami qui m'avait aidé plus tôt. Nous nous sommes isolés dans un couloir éloigné où je pouvais voir qu'il n'y avait pas de caméra. Je lui ai lu une partie de la lettre. Il écoutait, pâle, jetant de temps en temps des regards effrayés autour de lui. Je lui ai lu les lignes où Élisabeth dit que « Notre vraie nature est un mystère, sans lequel l'humanité serait horrifiée. » C'était comme si la reine admettait qu'elle avait dans ses veines le sang d'une ancienne race capable de subjuguer les hommes, et que c'était la raison pour laquelle la couronne anglaise était restée puissante pendant tant de siècles. Mais surtout, elle met en garde contre le risque de voir le pouvoir passer entre de mauvaises mains. Si les reptiloïdes de la lignée tombaient sous l'influence d'un groupe de radicaux, les conséquences seraient désastreuses. Les humains, écrit-elle, ne seraient pas en mesure de résister à ce qui est inscrit dans les gènes du monarque. Élisabeth a admis que certains membres de la famille royale jouaient un double jeu, voulant découvrir leur vraie nature et créer un nouvel ordre. Il ne faut pas leur permettre de l'emporter, a-t-elle conclu. Mon compagnon, après avoir écouté, s'est pris la tête et a chuchoté « Ce n'est pas possible. Ou alors, est-ce que les monarques ?» Je n'y croyais pas non plus, mais la lettre semblait trop authentique. Je ne sais plus combien de fois elle m'a fait douter des limites de la réalité. Au même moment, des pas précipités se firent entendre dans le couloir et nous étouffâmes nos voix. Une silhouette portant l'uniforme noir d'un garde du palais se glissa devant nous. Je jetai un coup d'œil sur son visage et remarquai un détail étrange. Dans la faible lumière de la lampe, les yeux du garde me parurent avoir des pupilles verticales, comme celles d'un reptile. Un instant plus tard, j'ai reculé, presque en criant. Mais lorsqu'il s'est retourné, ses yeux étaient normaux. Mon compagnon avait l'air d'avoir vu un fantôme, lui aussi. « Nous voyons des choses », a-t-il marmonné. Mais nous savions qu'après le contenu de la lettre, tout était perçu très différemment. Le lendemain, l'abbaye de Westminster est en pleine effervescence. Des milliers de personnes se préparaient pour la grande cérémonie d'adieu. J'ai été affecté au groupe chargé d'organiser les invités. Il y avait des dizaines de personnes importantes sur la liste. Successeurs, membres de la haute noblesse, délégations étrangères. On entendait partout des chuchotements sur des incidents mystérieux liés aux préparatifs. Certains affirment que la nuit, dans l'un des couloirs, ils ont trouvé sur le mur de pierre une marque de griffe, comme s'il s'agissait d'une griffe. D'autres affirmaient que des serviteurs avaient vu d'étranges silhouettes se promener dans les galeries. Mais toutes ces rumeurs sont immédiatement étouffées par des hommes en costume noir qui exigent le silence. Sans la lettre, j'aurais pensé qu'il s'agissait d'un simple faisceau de superstition autour des jours de deuil. Mais maintenant, je pense qu'il n'y a aucun jeu humain derrière tout cela. La sécurité s'était passée à la vitesse supérieure. Des agents omniprésents se glissaient partout, vérifiant chaque centimètre carré de l'abbaye. Pendant ce temps, je me rendais compte que je ne pouvais pas cacher la lettre longtemps. Je pouvais être fouillé à tout moment. Je devais trouver un moyen de la faire sortir du palais. Dans l'un des coins et recoins, je suis tombé sur un facteur qui livrait des couronnes de fleurs et d'autres choses. Je le connaissais de vue. Il était déjà venu ici des dizaines de fois avec des colis. Il avait l'air d'être un étranger. Avec un frémissement sur les lèvres, je lui ai glissé la feuille pliée en lui disant « Donnez ceci à une de mes vieilles connaissances. Je ne peux pas vous donner de nom, mais l'adresse est là. C'est urgent et très important. » Le facteur m'a regardé d'un air surpris, mais a acquiescé, pensant apparemment qu'il recevrait un pourboire pour cela. J'espérais ainsi faire sortir la lettre des murs royaux et la sauver d'une confiscation imminente. Après cela, j'ai ressenti un fugace sentiment de soulagement.
Mais quelques heures plus tard, je me suis rendu compte que les agents de sécurité avaient démasqué le facteur. J'ai entendu un membre du personnel chuchoter qu'il avait été arrêté à la sortie. Je me suis précipité vers la porte arrière, mais c'était déjà fini. Il y avait une voiture noire aux vitres teintées, et le facteur était emmené par 2 hommes en costume élégant. Ils ont dû prendre mon enveloppe. Je me suis maudit pour ma précipitation. J'ai pensé à m'enfuir, mais je savais qu'on me soupçonnerait. J'ai dû faire comme si je n'avais rien à voir avec tout cela. Le soir venu, j'ai été officiellement convoqué pour être interrogé. On m'a emmené dans une petite pièce où les murs étaient mous et nus, et où l'air sentait la solution désinfectante bon marché. Un homme de grande taille au regard froid attendait là. Il m'a demandé si j'avais vu quelque chose d'étranger lors de la préparation du cercueil. J'ai répondu évasivement que je n'avais rien remarqué de spécial. Il avait l'air de vouloir me percer à jour. Il m'a dit « Nous avons reçu des informations selon lesquelles certains membres du personnel répandent des rumeurs ridicules. La famille royale ne tolérera pas de telles rumeurs. » Il y avait de l'acier dans sa voix. Je me suis dit qu'il valait mieux ne rien avouer. Dès que j'ai quitté la pièce, j'ai remarqué que j'étais surveillé. Le reste de la journée a été tendu. Des yeux invisibles semblaient me surveiller depuis les plafonds et les murs. Mais la cérémonie devait avoir lieu et tout le monde prit sa place. L'adieu lui-même avait l'air solennel et majestueux. Des milliers d'invités, une musique de deuil, d'anciennes voûtes en pierre. Le cercueil, décoré de symboles, se trouve en plein centre. Les gens passaient de la tête baissée. Beaucoup pleuraient en silence. Mais moi, qui me tenais à l'écart, je ne pouvais me défaire du sentiment que tout cela n'était qu'une scène, derrière la façade de laquelle se déroulait une lutte désespérée pour ne pas divulguer un secret susceptible de changer la vision du monde de millions de personnes. Alors que la cérémonie touche à sa fin, les lumières électriques s'éteignent soudainement. Pendant quelques instants, ils ont été plongés dans l'obscurité. Les gens ont sursauté, mais les lumières de secours se sont immédiatement allumées. Dans cette semi-obscurité, je pouvais clairement voir des ombres glisser le long des murs, semblant plus longues que des silhouettes humaines. C'était comme si quelque chose se tendait dans les coins pour nous scruter. Mes yeux s'assombrirent d'horreur, mais tout était rentré dans l'ordre et l'action officielle s'est poursuivie. Les invités, bien sûr, ont considéré qu'il s'agissait d'un dysfonctionnement technique. Je savais qu'il n'y avait pas d'accident. Peut-être que les puissances de longue date décrites dans la lettre notaient mieux maintenant que leur gardien principal était le roi mort, ce qui signifiait que la clé de leur secret avait peut-être été révélée. Le soir même, alors que l'afflux de personnes se calmait, j'ai été à nouveau arrêté. Cette fois, sans interrogatoire, on m'a emmené sans ménagement dans une salle spéciale, où l'on m'a dit de m'asseoir et d'attendre. Le temps s'est écoulé péniblement. Je me demandais si quelqu'un avait trouvé la lettre, si le facteur avait été torturé, s'il m'avait dit mon nom. La nostalgie était écrasante. Enfin, la porte s'est ouverte, et un homme que je n'avais jamais vu auparavant est entré dans la pièce. Il portait un uniforme d'État, mais aucun signe distinctif. Il s'est assis en silence en face de moi, a sorti son téléphone et a composé rapidement un numéro. Puis il a dit d'une voix calme mais distincte « Vous avez trouvé la lettre, où est-elle » J'ai essayé de faire semblant de ne pas savoir de quoi il parlait. Il a reniflé. « Ne le faites pas, nous savons que vous l'aviez. Vous ne l'avez probablement pas lue et vous l'avez donnée au facteur. De toute façon, la lettre a été confisquée. Vous feriez mieux de l'oublier. » J'ai eu un sourire amer, mais je n'ai rien laissé paraître. Il a levé la tête et a dit « Vous devez comprendre que la reine Élisabeth souffrait de délire et qu'elle consignait parfois ses pensées par écrit. Il s'agit d'un document de fantasme morbide. Toute fuite équivaudrait à un sabotage. Vous me comprenez ?
Cela semblait menaçant, mais j'ai compris qu'il avait besoin de m'intimider pour me faire taire. J'ai également compris qu'ils avaient probablement tort de penser que la lettre avait disparu. Ils ne savent même pas que j'ai fait une chose. Par sécurité, j'ai sorti quelques feuilles de l'enveloppe, et elles sont restées avec moi, dans un autre endroit. J'ai répondu distinctement « Oui, je comprends ». Ils m'ont laissé sortir en me recommandant de ne rien dire. C'est ainsi que j'ai finalement compris. La lettre s'était déchirée en plusieurs pages, et il n'en avait peut-être plus qu'une partie. Ils voulaient donc me soutirer le reste, mais ils n'osaient ne pas le révéler. Apparemment, les informations contenues dans la lettre sont si dévastatrices qu'elles ne peuvent non pas être considérées comme des absurdités. Je savais que la moindre fuite pouvait provoquer un tollé général, mais je ne savais pas si je devais déchirer le reste des pages et tout oublier, ou donner la vérité aux gens. Pendant la nuit, mon compagnon m'a demandé une réunion urgente. Il avait l'air de ne pas avoir dormi depuis des heures. Il m'a dit qu'il avait reçu la visite de personnes étranges qui l'avaient menacé et lui avaient demandé de nommer les complices de la somme mensonge du reptile. Il a marmonné « Je crois que j'ai vu l'un d'eux changer la forme de son visage, instantanément, comme un bref éclair, puis il est redevenu normal. Je ne suis pas fou. » Je savais exactement ce qu'il voulait dire. Si l'on en croit la lettre, les membres des dix supérieurs de cette lignée pouvaient changer d'apparence humaine, en cas de besoin, même s'ils devaient généralement se déguiser avec soin. Je ne savais pas à quel point c'était fantastique, mais voir un garde avec une pupille verticale et les rumeurs selon lesquelles quelqu'un aurait remarqué des mâchoires rétractables ne me paraissait plus ridicule. Nous avons décidé qu'il nous fallait trouver un soutien extérieur, quelqu'un à informer qui puisse diffuser cette histoire dans le monde. Sinon, nous serons réduits à néant en tant que témoins inutiles. Mais nous n'avions pas beaucoup de preuves. Les feuilles que j'ai conservées ne contenaient que la moitié du texte. Élisabeth y décrivait les anciens rituels que les monarques le pratiquaient dans des châteaux isolés pour conserver leur force et leur longévité. Elle mentionne que lors du couronnement, parmi d'autres objets de cérémonie, il y a des objets d'origine extraterrestre, et cela fait partie d'un rituel sacré qui permet à la lignée des souverains britanniques de rester en contact avec leurs ancêtres. Ces mots semblaient donc tellement extravagants que si je les racontais à la presse, on se moquerait de moi. Je devais raconter l'histoire dans son intégralité, en détail, mais cette idée me déprimait, et s'ils avaient baigné vraiment des super-pouvoirs et étaient capables de neutraliser toute information divulguée, le dernier jour des cérémonies arriva, lorsque le cercueil fut solennellement porté hors de l'abbaye de Westminster. L'événement semble s'être déroulé comme prévu. Des foules immenses, des milliers de regards pleurant la reine. Mais en me frayant un chemin parmi les visages gris, j'ai compris que la véritable bataille se déroulait en coulisses. Le matin, on m'avait dit qu'après les événements officiels, je serais obligé de prendre un congé. En fait, on allait me retirer du palais. J'ai compris. Soit on se débarrassait complètement de moi, soit on me faisait comprendre que mon silence était une condition de survie. Risquant le tout pour le tout, j'ai transmis quelques lignes clés de la lettre à un ami dans une autre ville en les cryptant dans un message privé. Sans contexte, les mots paraissaient étranges, mais au moins quelque chose passerait si quelque chose m'arrivait. Nous avons passé le reste de la soirée à travailler sur des détails techniques, nettoyer le plateau, emballer le reste de nos affaires. Ma poitrine était alanguie par le désir mélangé à l'adrénaline. La sécurité surveillait toujours mes moindres faits et gestes. Je faisais de mon mieux pour rester calme. C'est alors que l'un des conseillers les plus respectés du palais, un homme au service de la reine depuis des décennies, s'est approché de moi. Son nom était sur toutes les lèvres, mais il s'est approché discrètement et m'a dit, en me regardant droit dans les yeux, « Vous avez ouvert la lettre, n'est-ce pas »
J'ai frémi. Ça y est, j'ai été démasqué. Mais il poursuit soudain. La reine savait que ce jour viendrait. Elle et Hirs laissaient ce message en dernier recours. Croyez-moi, ce n'est pas si simple. Pendant des années, Élisabeth a tenu la frontière entre les humains et ceux que vous appelez les reptiloïdes. Craignez non seulement ces derniers, mais aussi ceux qui sont désireux de découvrir leurs secrets afin de provoquer une révolte ou un coup d'État. La reine a voulu protéger la monarchie et le peuple. Son avertissement s'adresse à l'homme prudent qui trouvera la lettre au bon moment. Apparemment, il s'agit de vous. Il m'a regardé d'un air effaré. Ne soyez pas stupide, mon garçon. Le monde s'écroule quand on fait des économies de bouts de chandelle comme ça. Ne vous avisez pas de dire la vérité à tout le monde, ou vous provoquerez des conséquences bien plus violentes. Je me suis figé, incapable de répondre. Les paroles du conseiller confirmaient que la lettre était réelle, mais il n'avait pas l'air d'un ennemi. Peut-être est-il lui-même le gardien de ce secret, bien qu'il appartienne à la race humaine. J'ai essayé de poser une question, mais il était déjà parti en disant « Le désir de vérité apporte parfois plus de chaos que n'importe quel mensonge. » Le lendemain matin, on m'a demandé de quitter le palais immédiatement, en me remettant mon laissez-passer et mes clés. La procédure n'a pas été longue. Lorsque j'ai franchi la porte, j'ai ressenti un étrange sentiment de désolation et de liberté à la fois. Je me suis retourné vers les murs majestueux où j'avais passé plus d'1 an et j'ai vu une silhouette dans l'ombre, debout sur l'un des balcons. Je ne voyais pas son visage, mais je savais au fond de moi qu'il s'agissait d'une de ces créatures ou de ceux qui savaient l'en est tout et garder les secrets. Je n'avais plus peur, j'avais seulement froid au cœur. Quelques jours plus tard, j'ai essayé de savoir auprès de mes connaissances ce qui était arrivé à mon compagnon. Il s'est avéré qu'il avait disparu. Il ne répondait pas au téléphone, on ne l'a jamais trouvé chez lui. Des collègues du palais affirment qu'il a démissionné sans explication. Je savais qu'il n'aurait jamais disparu comme ça. J'ai compris qu'il avait pu être victime des forces qui avaient décidé d'effacer toute trace de la lettre. Cela me conforte dans l'idée que je ne peux pas me taire. Ai-je fait une promesse au conseiller ? Il m'a seulement mis en garde contre les risques. Mais quand on voit comment les gens disparaissent, comment les preuves le sont insidieusement détruites, je ne peux pas rester sans rien faire. En consultant mon courrier, j'ai trouvé une lettre sans adresse de retour. Silence si la vie est précieuse, il n'est pas au pouvoir d'un homme de jouer avec le vent. J'ai serré le papier, tremblant de rage. Il était enfin clair que j'étais toujours surveillé et prêt à frapper. Mais j'avais encore les bouts de la lettre, rangés dans un endroit sûr. Et je me souvenais de toutes les lignes par cœur. C'était un texte qui, s'il était bien diffusé, pouvait provoquer une explosion dans la société. Il décrivait non seulement une version fantastique des origines des monarques, mais aussi les craintes d'Élisabeth elle-même quant au caractère subversif de ces créatures capables de plonger la politique mondiale dans le chaos. Si leur nature était révélée, de nombreuses structures de pouvoir changeront au point d'être méconnaissables. Le soir, j'ai commencé à faire des cauchemars dans lesquels je voyais des salles à peine éclairées, d'anciens donjons de pierre sous le palais. Des personnages vêtus de robes royales sondaient leur peau, révélant des corps écailleux. Des chants rituels résonnaient sous le plafond bas et un orbe scintillant pulsait sur un autel. Je me suis réveillé en sueur, ne sachant pas si c'était le fruit de mon imagination ou une image réelle stockée dans la mémoire de la monarchie depuis des siècles. Peut-être que des rituels étaient encore pratiqués dans ces donjons. Le fait de me souvenir des bruits étranges provenant du sous-sol du palais me rendit très nerveux. Pour tenter de trouver des pistes, j'ai contacté un homme qui avait déjà étudié les légendes des monarques lézards et qui avait écrit un article à ce sujet. Il s'est moqué de moi jusqu'à ce que je lui révèle certaines informations de la lettre. Il est alors devenu soudainement nerveux. « Comment connaissez-vous ces détails ?
Ces hypothèses n'ont été émises que par un groupe restreint de chercheurs. C'est de la folie. Il a ensuite refusé de me parler. Il avait apparemment peur des conséquences. Une autre impasse. Les jours passèrent. Les fils d'informations bourdonnaient de reportages sur la cérémonie, sur les successeurs, sur la façon dont la structure du pouvoir allait changer. Mais personne n'a bredouillé la moindre anomalie. Tous ceux qui se trouvaient à l'intérieur avaient été soit intimidés, soit éliminés. Je me suis rendu compte que j'étais seul. Parfois, je voyais une voiture étrange dans la cour de la maison où je louais une chambre. Elle passait lentement, comme si elle me guettait. Les yeux étroits du conducteur ont croisé mon regard une fois. Pendant un instant, j'ai pensé que son visage semblait douloureusement allongé. Mais peut-être était-ce le phare qui faisait des siennes. Aujourd'hui, j'écris ces lignes pour rassembler les preuves de ce que j'ai vu et lu. Une lettre d'Élisabeth II, datant des années 60, adressée à un inconnu. Un avertissement selon lequel les monarques sont en fait une ancienne race de reptiloïdes venus autrefois de l'au-delà, et que dans le silence des palais royaux, une bataille est en train de se dérouler sur le sort des humains. Cela peut paraître délirant, mais j'ai tenu la lettre dans mes mains. J'ai vu le sceau royal, j'ai senti la protection magique alors que je ne pouvais pas copier le texte. Il ne reste plus beaucoup de doutes. Je crains que nous ne connaissions pas la vérité jusqu'à la fin. Peut-être que si la reine Élisabeth était encore en vie, elle pourrait trouver un moyen d'expliquer les choses différemment ou de me persuader de me taire. Mais aujourd'hui, la monarchie est entre les mains de nouveaux visages, et nous ne savons pas comment ils utiliseront ce ton de don ancien. Peut-être que certains d'entre eux n'ont rien à voir avec l'origine reptiloïde, et que d'autres, au contraire, sont prêts à bouleverser le monde. Je ne me souviens que de la dernière ligne de la lettre, qui était plus claire dans ma tête que les autres. Rappelez-vous, l'avenir de la couronne et de toute l'humanité dépend de celui qui détient la vérité de notre sang. Peut-être la reine voulait-elle trouver quelqu'un capable de tenir les deux camps en haleine afin que le secret ne détruise pas le monde humain, mais ne le soumette pas non plus au pouvoir reptilien. Maintenant j'attends. J'ai l'impression d'être un animal traqué, poursuivi par des prédateurs invisibles. Ils peuvent m'attraper à tout moment. Mais je ne regrette pas d'avoir ouvert la lettre. Même si les services de sécurité ont enlevé la plupart des pages, les morceaux restent dans mes limes et la mémoire de chaque mot demeure. Ces lignes ne me permettent pas de douter de la réalité du complot. Connaître la vérité est atroce. Réaliser qu'au milieu de notre société vivent peut-être des êtres qui cachent leur vraie nature. Que les familles royales ne sont peut-être que la pointe d'un vaste réseau. Les gens ordinaires peuvent-ils leur tenir tête? Ou bien le peuple doit-il se résigner sans s'apercevoir que son sort se transforme peu à peu en un statut de subalterne? Je ne connais pas la réponse, mais je suis sûr que la monarchie frémira plus d'une fois aux échos d'un passé qu'Élisabeth elle-même a tenté de maîtriser. Et je ne peux qu'espérer qu'un jour, quelqu'un pourra raconter toute l'histoire au monde et survivre. Le temps nous dira si de nouveaux éléments de preuve remontent à la surface. Peut-être que mon compagnon disparu, à l'époque, reviendra, après avoir échappé aux griffes de la sécurité, et qu'il apportera des preuves avec lui. Ou peut-être qu'un archiviste ouvrira accidentellement un ancien coffre-fort et tombera sur une autre lettre. Peut-être la reine en a-t-elle laissé plusieurs dans des endroits différents, à des années différentes, en souhaitant que la vérité ne soit pas morte avec elle. Après tout, la lettre disait qu'en cas de menace imminente, la conspiration pourrait reprendre et qu'il faudrait alors rendre le secret public. Et si le secret tombait entre les mains de ceux qui veulent asservir l'humanité? Je regarde par la fenêtre alors que le soir décline, me souvenant des funérailles majestueuses, faussement calmes, au cours desquelles la peur s'est réellement infiltrée. La reine a emporté ses secrets dans la tombe,
Et nous, qui restons, jouons maintenant à l'aveugle sur un terrain où les adversaires ne sont pas des humains, mais des créatures issues de mythes anciens et de réalités extraterrestres, capables de prendre l'apparence d'humains. On dit que dans l'Antiquité, ils étaient bien parfois appelés peuple serpent, serpentine ou royaume serpent. Les légendes se sont répandues dans les contes de fées et les mythes avant de se transformer en étranges conspirations que personne ne prenait au sérieux. Mais il semble que la vérité soit plus proche de ces délires que nous ne le pensions. Parfois, je tremble en voyant mon reflet dans le miroir, et si quelqu'un pense que j'ai déjà été infecté par ce pouvoir, parce que j'ai touché à l'essence même du mystère, je suis effrayé à l'idée que certaines personnes que je connais me regardent avec des yeux étranges pour une bonne raison. Et si ce don se transmettait par contact, mais la lettre disait que la transformation nécessitait du sang et une lignée. Je suppose qu'un humain normal ne peut pas devenir une telle créature. Peut-être que je perds la tête sous l'effet du stress. Quoi qu'il en soit, le sentiment que le monde est en train de se fissurer ne me quitte jamais. Si quelqu'un lit mes notes, qu'il sache que je ne cherche pas la célébrité. Je ne cherche pas à blesser qui que ce soit. Je souhaite seulement que la vérité sur ce qui s'est passé pendant la préparation du cercueil d'Élisabeth II ne se perde pas dans l'obscurité et que les disparitions et les décès de ceux qui m'étaient proches ne passent mêlés pas inaperçus. La lettre, écrite de la main de la reine et datée des années 60, n'est pas une fiction. Son contenu se résume en fait à l'existence d'une conspiration secrète capable d'ébranler les fondements de la monarchie et de nuire terriblement à l'humanité tout entière. Et au cœur de cette conspiration se trouve une race ancienne, différente de la race humaine, mais qui se confond avec elle depuis des siècles sous le couvert des titres et du pouvoir. Les années passeront et le monde ne connaîtra peut-être jamais cette face cachée du trône. Les gens se souviendront de la reine Élisabeth comme d'une femme majestueuse et intemporelle. Les livres d'histoire mentionneront à peine qu'une enveloppe a été trouvée dans son cercueil, avertissant de la fragilité de notre ordre familier. Peut-être que quelqu'un a déjà détruit toutes les traces et que je ne serai plus qu'une victime anonyme accusée de diffamation. Mais j'espère tout de même que ma confession parviendra à ceux qui peuvent quand même se rendre compte de l'ampleur de cette menace. Car si un conflit éclate entre la race qui se cache dans la lignée des monarques et l'humanité, nous nous retrouverons dans une position où les humains n'auront pas beaucoup de chance. Je relis encore une fois les bribes. D'un doigt tremblant, je touche les lignes où la reine écrit « Que le Créateur me pardonne de ne pas avoir pu tout révéler aux humains. Ils ne sont pas prêts à accepter que leur Seigneur ne soit pas ce qu'il semble être, mais si nous cachons encore la vérité, nous nous condamnons à être soumis à une puissance plus terrible encore. » La réprimande du conseiller résonne à nouveau dans mon esprit. « Ne sois pas stupide, mon garçon. Je ne sais pas ce qu'il faut faire, mais j'estime qu'il est de mon devoir de faire en sorte que la vérité soit au moins chuchotée à l'oreille de ceux qui osent l'écouter. Le reste ne dépend pas de moi. Tout ce que je peux faire, c'est d'être le début de cette terrible légende, que certains qualifieront d'absurdité fantastique et d'autres de clé pour comprendre l'essence du pouvoir. Bientôt, on me retrouvera sans doute, ou bien je serai contraint d'errer en changeant de nom. Mais les lignes d'impression suffiront pour que quelqu'un tombe un jour sur cette histoire. Et peut-être qu'en voyant la pupille un peu plus large de l'homme à la tête de l'État, ou en remarquant la façon dont il tourne étrangement la tête, il se rendra compte que ce n'est pas de la fiction. Et lorsque, dans les livres anciens sur l'origine de la dynastie, ils trouveront mention de cœur de serpent, ils ne riront plus. Le monde familier peut s'effondrer du jour au lendemain. Il ne vaut la peine que de faire remonter à la surface la véritable essence des rois et des reines.
Et tandis qu'une nouvelle génération d'héritiers prend la couronne, les aristocrates cachés dans l'obscurité peuvent comme continuer à tenir dans leurs mains des fils invisibles. Là, sous les soies et les robes, se cache une peau écailleuse, et au lieu de mots de bien-être, ils peuvent à tout moment entendre des ordres provenant des anciennes profondeurs étoilées, d'où sont venus leurs ancêtres. Les longs couloirs du palais ont vu défiler tant de secrets qu'un papier fatidique caché sous le velours du cercueil n'est que la partie émergée de l'iceberg. Mais c'est celui qui m'a fait comprendre à quel point nous sommes de vulnérables lorsque nous succombons à l'illusion de la stabilité et que nous croyons que le pouvoir, souriant en public, ne recèle pas une nature sinistre. Il fait de plus en plus sombre et, une fois de plus, je sens le bruissement d'une ombre quelque part dans les parages qui m'a traqué. Je sais que la fin est proche, du moins pour moi, mais je ne regrette pas d'avoir lu la lettre et d'avoir compris dans quel monde nous vivons. Un jour, peut-être que d'autres viendront pour percer le mystère jusqu'au bout, et que les monarques et les extraterrestres tremblent à l'idée que le mystère du sang reptilien devienne enfin public. Peut-être les humains apprendront-ils alors à se défendre. Ou peut-être cela conduira-t-il à une guerre dans laquelle nous ne serons que de la nourriture pour des êtres puissants. Mais le choix vaut toujours mieux que l'ignorance aveugle. Pour l'instant, je disparais tranquillement dans l'ombre, emportant avec moi ce dont je me souviens. Soit ils viendront me chercher, soit je m'éclipserai. Personne n'a promis que la vérité sauverait le monde. Mais vivre sous le couvert du mensonge, c'est se condamner au rôle de victime. Et Élisabeth, qui repose désormais dans son tombeau royal, avait peut-être prévu que les choses se passeraient ainsi. Le moment est venu où la lettre a refait surface, généreusement payée par la peur et la mort d'être chers. Les mots de la reine, écrits sur une vieille feuille, ont germé dans mes pensées, et rien ne serait plus jamais comme avant. Devant moi, le silence de la nuit, les chasseurs qui se faufilent sur le sentier, et la pensée que la reine n'est qu'une pièce d'une vaste dynastie reptilienne qui pourrait être pleurée non seulement par les humains, mais par ceux dont la peau est couverte d'écailles. Je sors dans la rue déserte, des bouts d'orcap ou de lettres calcinées dans les mains. Le vent soulève du sable fin, piquant et froid, qui me pique les joues. Je serre les bouts de lettres contre ma poitrine, réalisant que c'est tout ce qui reste de la vérité, sur laquelle les ténèbres palpitent depuis des siècles. Et tandis que les lumières de la ville brûlent, je murmure ces lignes. Méfiez-vous de ceux qui vous gouvernent, car vous ne savez pas qui ils sont vraiment.